Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 21 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le BTP est en souffrance. Les trois fédérations de Guadeloupe, Martinique et Guyane appellent les pouvoirs publics à relancer la commande. Les manifestations de parents d'élèves contre les fermetures de classes pour la rentrée prochaine font reculer le recteur. Opération communication pour le service civique. Depuis 2010, quelques 2800 jeunes Guadeloupéens s'y sont engagés. Le journal, Aurélie Ronze. Et notre invité ce soir, Étienne Cagnard, président de la Fédération nationale de la mutualité française. Mais avant de parler de protection sociale, on va s'intéresser au secteur du BTP, les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, de la Martinique, mais aussi de la Guyane. Rencontre demain la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Elle pointe du doigt une situation catastrophique et demande à l'État d'apporter rapidement des solutions à leurs revendications. Alors, ces revendications, quelles sont-elles? On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Le BTP est en crise dans les DOM et il l'a fait savoir aux décideurs dans un courrier. Plusieurs raisons expliquent le malaise. Le secteur dépend à 80% de la commande publique. Le logement social représente 40% de cette commande publique. Or, depuis plusieurs années, le rythme de construction de logements sociaux est au ralenti. Pour satisfaire la demande de 15 000 logements en Guadeloupe, il faudrait en construire environ 2 000 par an. Aujourd'hui, on n'arriverait pas à en sortir 1 000 de terre. Ces logements sont financés en partie par des investisseurs privés qui doivent pouvoir bénéficier de la défiscalisation, mais ils seraient victimes de nombreux blocages administratifs. Quant à l'État, il aurait réduit d'année en année sa participation par le biais de la LBU, la ligne budgétaire unique. L'objectif du PLOM, c'est 2500 logements chaque année sur les 15 prochaines années. Or, nous avons une LBU qui est fixée là pour de 81 millions d'euros en 2015. Les chiffres de 2016, ça sera à peu près à ce niveau-là. On ne peut pas sortir 2000 logements en ayant des financements aussi bas. Autre problème soulevé par les fédérations régionales du BTP de Martinique, Guadeloupe et de Guyane, les délais de paiement trop longs, entre 225 et 270 jours, alors que la loi prévoit 30 jours pour l'État et 45 jours pour les collectivités territoriales. Vous avez à peu près 4800 entreprises recensées dans le secteur du BTP, dont 75% sont des entreprises de moins de 10. Ce sont celles-là qui sont le plus touchées par les délais de paiement, parce que ce sont des sous-traitants, ce sont des artisans, ce sont des PME, ce sont des TPE, qui n'ont pas accès à des financements bancaires comme les entreprises de plus de 10 ou les filiales des multinationales. Donc, ce sont les entreprises qui se retrouvent à ne pas pouvoir disposer d'instruments financiers relais. Donc, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où l'entreprise principale a des délais de paiement aussi longs que ceux que je viens d'évoquer, eh bien, en cascade, ce sont les petites boîtes qui sont en dessous, qui souffrent et qui n'arrivent pas à payer leurs charges. Donc, vous pouvez considérer que c'est des centaines et des centaines d'entreprises qui sont dans cette situation. Je parle surtout des moins de 10. Ce vendredi, il sera question de logement social lors de la réunion prévue avec Georges Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer. Elle doit recevoir les représentants des fédérations régionales du BTP de Guadeloupe, Martinique et Guyane, des professionnels qui sont prêts à monter au créneau si leurs doléances ne sont pas prises en compte. Et après la grogne des professionnels du BTP, la grogne du monde de l'éducation depuis plusieurs jours en Guadeloupe, des parents d'élèves ou encore des enseignants bloquent des écoles, des actions qui ont eu lieu à Saint-Claude ou plus récemment à l'école Maragnès à Sainte-Anne. Ces actions sont motivées par les fermetures de classes annoncées à la rentrée prochaine. Les précisions de Marion Bordier. La fermeture d'une classe de l'école Ginette Maragnès annulée. Voici la bonne nouvelle adressée par courrier au maire de Sainte-Anne par monsieur le recteur. Les parents d'élèves et les enseignants de l'établissement qui s'étaient mobilisés semblent avoir obtenu gain de cause, à l'image de ceux de l'école Arlette Salomon à Saint-Claude.
C'est une grande satisfaction, non seulement parce que ça répondait tout simplement à la réalité de l'école, mais c'est une satisfaction aussi de voir que les parents d'élèves, lorsqu'ils se mobilisent, arrivent à obtenir gain de cause. Aujourd'hui, ce qui est fondamental pour nous, c'est pas tout simplement effectivement de voir monsieur le recteur réouvrir des classes, c'est surtout que les décisions qui sont prises correspondent tout simplement à scolariser dans de bonnes conditions les enfants. En janvier, 78 suppressions de classes étaient prévues. Aujourd'hui, ce chiffre a été réduit à 49, mais pour la FSU, la Fédération syndicale unitaire, ce n'est pas suffisant. Le problème, c'est que il est parti sur un constat de moins 1950 élèves. Or, nous savons pertinemment, et l'INSEE le confirme, qu'il n'y aurait qu'à peine 1400 élèves de moins. Mais résultat des courses, vous voyez bien qu'il y a un différentiel de 550 élèves. Et ces 550 élèves ne se sont pas évaporés, donc ils sont là. Donc nécessairement, au fur et à mesure, on se rend compte tout simplement que les mesures de carte scolaire, et notamment les fermetures donc, préconisées par le recteur, ça ne peut pas tenir. Ce plan de suppression de classes est la conséquence de l'application des directives données par le ministère. Il souhaite privilégier la scolarisation des moins de 3 ans, les investissements pour les zones d'éducation prioritaires et le premier degré. Alors que d'autres départements qui connaissaient également des baisses d'effectifs obtenaient des moyens, nous en Guadeloupe, nous avons obtenu 0 création de postes dans le premier degré et 35 suppressions de postes dans le second degré. Résultat des courses, on se rend bien compte que monsieur le recteur, pour pouvoir scolariser les enfants de moins de 3 ans, pour pouvoir mettre en place leur réseau d'éducation prioritaire, pour pouvoir notamment mettre le plus de maîtres que de classes, nécessairement avec 0 moyen, il est obligé de fermer des classes. 33% des élèves guadeloupéens sont en grande difficulté, contre seulement 5% en France métropolitaine. 34% sortent du système scolaire sans diplôme. Supprimer des classes et ainsi augmenter les effectifs mettra en péril la qualité de l'enseignement et l'épanouissement scolaire des enfants et des adolescents, ce qui serait inacceptable pour la FSU. Santé, c'est actuellement la semaine européenne des droits des patients. Le but, informer et sensibiliser tous les acteurs de la santé sur les droits des usagers et leurs représentants. Au CHU de Pointe-à-Pitre, 5 thèmes étaient mis en avant aujourd'hui, notamment les personnes de confiance, le droit d'accès au dossier médical ou encore le droit de se plaindre. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Mieux connaître ses droits, c'est l'objectif de cette semaine européenne des droits des patients. Le service social joue d'ailleurs un rôle central dans la prise en charge du patient. Il vérifie l'accès aux droits pour notamment régler les frais hospitaliers. Par la suite, le service social aussi intervient dans la mise en œuvre du projet thérapeutique. Parce que si le patient n'a pas un logement adéquat, le traitement ne peut pas être efficace ni opérationnel lorsqu'il sort de l'hôpital. Donc à la fois, il agit dès l'entrée du patient, mais il agit aussi pour la sortie, pour l'organisation de la sortie du patient. Autre droit peu connu du patient, la personne de confiance. Cependant, elle n'a pas le pouvoir de mettre fin par exemple à la respiration artificielle. Son avis n'est que consultatif. C'est un adulte majeur qui est choisi par le patient s'il le désire, donc ce n'est pas une obligation de sa part, afin de l'accompagner, le soutenir lors des différentes démarches de soins, donc les entretiens avec le médecin, pour l'aider en fait, pour l'éclairer sur des points qu'il n'aurait pas compris. Et il permet au personnel soignant de donner le désir du patient, donc d'aviser le personnel soignant sur les désirs du patient si lui-même est empêché. Par exemple, s'il n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté. Il existe par ailleurs 14 droits fondamentaux, souvent méconnus, tels que le droit à des mesures préventives, le droit d'accès au dossier médical, le droit au libre choix ou encore celui d'éviter des souffrances inutiles et la douleur. Alors, à vos droits, renseignez-vous pour une meilleure prise en charge. Accompagner la population, c'est aussi l'un des objectifs de la Mutualité française. Jusqu'à demain, son président Étienne Cagnard est en Guadeloupe pour rencontrer les institutionnels, mais aussi les responsables des mutuelles de Guadeloupe. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Étienne Cagnard, la Mutualité française, c'est quoi exactement ? La Mutualité française, c'est 38 millions de personnes couvertes, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de la population. Ce pourcentage est le même d'ailleurs dans la région Guadeloupe.
C'est une institution très connue pour les remboursements complémentaires à la sécurité sociale, moins connue pour l'accompagnement justement des patients, comme vous le disiez en lien avec le sujet précédent, alors qu'un des enjeux majeurs du système de protection sociale de demain, ça va être bien sûr l'accès financier, on peut en parler à travers des exemples comme le tiers payant, mais ce sera aussi l'accompagnement des patients. C'est un sujet majeur parce que le système devient complexe, que beaucoup de Français n'exercent pas leurs droits. On ignore souvent que le non-recours aux droits est une caractéristique de notre système. C'est 10 milliards d'euros de droits financiers qui ne sont pas utilisés par les Français pour cause de complexité ou d'exclusion. Alors, en moyenne, 6 Français sur 10 ont une mutuelle. À quoi sert véritablement une mutuelle? Est-ce qu'on peut être bien soigné sans avoir une mutuelle? Les chiffres sont cruels. Un Français qui n'a pas de mutuelle ou pas de complémentaire, parce que les mutuelles ne sont pas le seul acteur des couvertures complémentaires, a 2 fois plus de risques de renoncer aux soins qu'un Français qui a une mutuelle. Donc, l'effet est celui-là. Les mutuelles sont devenues indispensables pour une raison très simple. Les remboursements de la sécurité sociale pour les soins courants ont considérablement diminué, sont aujourd'hui à peine supérieurs à 50%. L'intervention globale de la sécurité sociale n'a pas reculé parce que la Sécu intervient très fortement pour les soins hospitaliers, les pathologies lourdes, mais pour les soins courants, ce qui nous concerne le plus souvent, sans mutuelle, on renonce aux soins. Donc les mutuelles sont devenues indispensables, on peut dire malheureusement, mais c'est un fait. Et donc aujourd'hui, il faut organiser l'intervention des mutuelles, notamment pour que chacun puisse y avoir accès. Il y a encore une partie de la population qui a du mal à avoir accès aux mutuelles, notamment les populations en dehors du monde du travail, puisque ce sont celles qui sont dans l'emploi qui bénéficient d'aide pour accéder aux complémentaires. Vous parliez du tiers payant, la généralisation du tiers payant. Pourquoi c'est une mesure qui fait autant grincer des dents finalement ? Le tiers payant, c'est avant tout un moyen moderne de paiement. C'est-à-dire dans tous les secteurs de l'activité, on pratique le tiers payant sans le dire. Quand vous allez dîner au restaurant, votre carte bleue qui sert à payer, votre banquier paye directement le restaurateur. C'est une procédure de tiers payant. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'être invité par son banquier. Donc quand certains professionnels disent le tiers payant est déresponsabilisant pour les patients, c'est évidemment inexact. Le tiers payant, ça permet aux plus fragiles d'éviter de faire l'avance des frais. C'est un moyen simple et dont je suis d'ailleurs persuadé qu'une fois qu'il va être mis en œuvre, plus personne n'en parlera parce qu'y compris pour les médecins, ce sera beaucoup plus simple. Pas de chèque apporté à l'encaissement, pas de risque d'absence de provision, des paiements automatiques, une vérification des droits immédiate et pour les patients aussi un effet majeur. Donc c'est un outil de modernisation du système. Je crois qu'il ne faut pas lui faire porter tous les péchés du monde comme certains le font, ni non plus d'ailleurs y voir le seul outil d'accès aux soins. On voit bien qu'il y a d'autres sujets importants comme les dépassements d'honoraires par exemple qui sont eux aussi des freins à l'accès aux soins. Vous avez prononcé le mot modernisation. Est-ce que justement la mutualité française va évoluer ? La mutualité française évolue énormément. Déjà, aujourd'hui, les mutuelles se regroupent pour être plus efficaces, pour proposer, y compris vis-à-vis des médecins, des systèmes efficaces pour le tiers payant. Et la mutualité française propose de plus en plus de services à côté des remboursements financiers, des services parce que les parcours de soins sont complexes, parce que les conseils sont nécessaires, parce que les patients disposent de beaucoup d'informations mais ne savent pas toujours comment les utiliser. Et une des mutations majeures de notre système, ça va être ce passage d'un remboursement financier simple à un accompagnement, à un conseil. Et c'est une mutation dans laquelle la mutualité a toute sa place, évidemment parce qu'elle est proche de ses adhérents, très présente dans les territoires et en partenariat avec tous les grands acteurs. Je l'ai vérifié encore en Guadeloupe pendant 2 jours en rencontrant le directeur général de l'ARS, je rencontre les médecins juste après votre journal, le préfet ce matin. Chacun compte beaucoup sur la mutualité pour moderniser l'accès aux soins. Et justement, c'était l'objet de ma dernière question puisque votre visite se termine demain. Quel est déjà le petit bilan que vous pouvez faire de cette visite en Guadeloupe, un bilan satisfaisant ? D'abord que la mutualité est en Guadeloupe aussi dynamique qu'elle l'est sur le reste du territoire, qu'elle regroupe un peu plus de la moitié des Guadeloupéens, qu'elle ait des ambitions de développement et que les 27 mutuelles qui composent le tissu mutualiste de la Guadeloupe sont aujourd'hui très dynamiques, en plein développement et encore une fois dans une logique de services nouveaux offerts en partenariat notamment avec l'Agence régionale de santé. Merci Étienne Cagnard d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération nationale de la mutualité française.
Toujours au chapitre santé, l'Organisation mondiale de la santé vient d'autoriser l'utilisation du vaccin contre la dengue développé par les laboratoires Sanofi Pasteur dans tous les territoires où le virus est endémique. En 2015, 20 pays ont autorisé sa mise sur le marché du Dengvaxia, dont le Mexique ou encore le Brésil. Après la dengue, le Zika, l'Agence régionale de santé, vient de publier son tout dernier point épidémiologique. Au 21 avril, on comptait 306 cas biologiquement confirmés de Zika, donc en Guadeloupe. Le nombre hebdomadaire de cas confirmés est en augmentation au cours de ces 2 dernières semaines. Le virus est donc bien présent sur notre territoire et sur le terrain. Des agents de la lutte antivectorielle continuent à faire du porte-à-porte. Un exemple justement à Morne-à-l'Eau avec Muriel Barlagne. Leur mission, faire de la lutte anti-vectorielle. Depuis 2007, ils font du porte-à-porte dans les quartiers de Morne-à-l'Eau pour éradiquer rats et moustiques, vecteurs de maladies. Aujourd'hui, c'est le Zika qui est dans leur ligne de mire. En allant chez l'habitant, ils informent, mais ils repèrent aussi les gîtes larvaires pour les éliminer. Chez Sidonie, dans le secteur de Rigaud, ils trouvent des récipients avec de l'eau stagnante et des larves. Sidonie doit être sensibilisée. A toujours un œil sanitaire autour des cases là, surtout en période de pluie comme ça. Il a toujours gardé ces petits récipients là au milieu alentour de cases là, si on va apprendre l'eau. Pour pas créer un problème là. Les garçons, moi, la communication, ça tout le temps, maman, mettez pour du barat et pas laisser de l'eau dormir la cour. Mais moi, quand vous voyez de l'eau là, parce que c'est de l'eau qui tombe hier soir, hein. Mais pas de l'eau là. Vous veillez ça? Oui, on peut surveiller de près. Parce que chikungunya n'a pas joué avec moi pendant 9 mois, alors on n'a pas envie de frapper ça encore. Ni zik, ni chikun. Moi, envie de frapper au boyon. L'équipe n'est pas étonnée de trouver des gîtes larvaires dans le quartier, car il a beaucoup plu ces derniers jours. Il faut être particulièrement vigilant en période de pluie, surtout avec les coupelles des plantes et les gouttières. En période de sécheresse, on en a beaucoup moins. On va se retrouver peut-être avec des fûts, parce que les gens vont faire le stockage d'eau. Avec des périodes de sécheresse, on aura des gîtes plus importants, un stockage d'eau qui sont mal protégés. Cette action de proximité porte ses fruits. En 8 ans, les comportements se sont améliorés, même s'il faut continuer la lutte, en particulier auprès des personnes âgées. La municipalité a mis les moyens pour poursuivre cette mission. Cette cellule, si au départ était composée de 2 personnes, aujourd'hui ce sont 4 agents qui sillonnent le territoire mornalien toute l'année, du lundi au vendredi, pour apporter un appui, des conseils, de l'information à la population en la matière. Ce personnel a été formé par l'ARS et en 2012, il y a eu une concrétisation de l'action avec l'ARS, avec la mise en place d'une convention concernant la lutte antivectorielle pour la prévention et la lutte contre la dengue. Alors aujourd'hui, nous sommes quand même en 2016 et entre-temps, il y a eu le chikungunya, après la dengue, et aujourd'hui le Zika. Donc cette convention va être réactualisée pour tenir compte de l'actualité évidemment. Environ 40 maisons sont visitées chaque jour. Chez les absents, on laisse une brochure dans la boîte aux lettres. On peut aussi compter sur l'aide des voisins qui peuvent faire passer le message. C'est un dispositif que l'on vous a déjà présenté sur Alizé. Il s'agit du service civique destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Près de 3000 Guadeloupéens ont tenté cette aventure depuis 2010. Il s'agit de missions de plusieurs mois effectuées auprès des collectivités. Immersion cet après-midi au sein du foyer logement Gerty Archimède à Pointe-à-Pitre. Anne-Elisabeth Artsen a pu assister à ces échanges entre plusieurs générations. Engagés par la Maison des quartiers des Lauriers, ces jeunes en service civique effectuent leur mission au sein de ce foyer logement. Dans un cadre de solidarité envers les personnes âgées. Donc elles sont là au quotidien avec les personnes âgées dès le matin, à leur écoute. Elles les accompagnent pour faire les courses et elles organisent avec elles tout un programme d'animation, de sortie, des travaux manuels, des jeux de loisirs, du chant. Et c'est aussi de la jeunesse au sein du foyer de personnes âgées. Cela fait 8 mois que Erika participe à la vie des résidents de ce foyer, comme Germain. On fait des différentes activités avec eux, on discute avec eux, on fait la tournée pour savoir si tout va bien, si tout passe de bonne nuit.
et on fait des sorties aussi. Et voilà, en fait, le but c'est de rompre l'isolement. Ça fait déjà 3 ans que je suis là et comme activité, on a pas mal de choses. Avec le Soleil d'Or, donc il organisait pas mal de trucs. Ça nous empêche de rester à ne pas bouger. On est toujours en train de bouger. Le service civique est universel depuis le 1er juin 2015 et accessible à tout jeune de 16 à 25 ans qui souhaite s'engager. En Guadeloupe, 2821 jeunes ont effectué un service civique depuis 2010. Dispositif au service de la jeunesse, il favorise leur insertion sociale et le rapprochement entre les générations. Politique avec la visite express hier en Guadeloupe du secrétaire d'État au commerce extérieur et au tourisme, Mathias Fekel. Après avoir très brièvement visité le Memorial Act, il s'est rendu au Gosier. Mathias Fekel qui fait actuellement un tour de France des PME exportatrices. Il en a profité pour clôturer hier les journées de l'international. Son constat, il n'y a pas assez de PME qui exportent en France. Le dispositif justement Business France a été conçu pour simplifier les démarches et il faut savoir qu'une convention spécifique pour les Outre-mer existe. Je vous propose justement d'écouter un extrait de son discours. Une convention spécifique a été signée pour accompagner les PME, donc vous accompagner notamment sur tout ce qui est prospection export et tout ce qui est donc accompagnement à l'internationalisation. Et vous pouvez bénéficier à ce sujet d'un appui technique et d'un appui financier dans vos démarches avec une prise en charge dans le cadre de cette convention de 50% des coûts de vos prospections export. C'est un effort particulier qui est fait, mais qui répond à une spécificité des besoins et qui, je pense, pour vous, est quelque chose d'extrêmement positif. Et cette convention a été reconduite pour 3 ans, jusqu'en 2017, en s'élargissant à de nouveaux partenaires, et en particulier BPI France et l'Agence française de développement. Donc les opérateurs publics sont là pour vous accompagner et pour travailler avec vous. L'an dernier, en 2015, c'est plus de 100 000 euros de subventions qui ont été ainsi utilisés ici et qui ont bénéficié à 26 entreprises, peut-être certaines et certains d'entre vous, sur des projets concrets. N'hésitez pas, évidemment, à faire appel à ce dispositif. Des propos recueillis par Muriel Barlagne. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Après avoir été désignée 3e plus belle île du monde par TripAdvisor, la Jamaïque pourrait nouer un partenariat avec ses îles voisines, Cuba et la République dominicaine. Mais avant, direction l'Équateur avec une des conséquences du séisme de la semaine dernière. Vous verrez laquelle dans notre page Caraïbe. Moins d'une semaine après le séisme dévastateur qui a tué 525 personnes, le président équatorien Rafael Correa a mis en place une série de hausses d'impôts pour faire face à l'impact économique de la catastrophe. Le président a annoncé une hausse de la TVA de 12 à 14% sur un an. Les salariés devront également verser leur contribution prélevée sur leur salaire, équivalente à 1 jour de travail pour ceux gagnant $1 000 par mois, à 2 jours pour un salaire de $2 000 par mois et jusqu'à 5 jours pour ceux gagnant $5 000. Ceux dont le patrimoine dépasse $1 million devront verser par ailleurs une contribution de près de 1% de leurs biens. Rafael Correa a également annoncé la vente d'actifs de l'État, sans toutefois préciser lesquels. Le président a chiffré à $3 milliards le coût de la reconstruction des zones dévastées par le séisme. Avant le séisme, l'économie du pays souffrait déjà de la baisse des cours du pétrole. La croissance n'a été que de 0,1% en 2015, contre 4% selon la prévision du gouvernement. Les responsables du tourisme de la Jamaïque souhaitent nouer un partenariat avec leurs homologues de Cuba et de la République dominicaine pour la commercialisation de produits à destination multiples dans chacun de ces pays. Ces 3 grandes îles de la Caraïbe discutent depuis quelques semaines afin de parvenir à une entente tripartite qui devra booster les arrivées touristiques et ajouter de la valeur aux produits touristiques dans la région Caraïbe. Le ministre du Tourisme de la Jamaïque, Edmund Barlett, a déclaré que le gouvernement est en train de repositionner Kingston en tant que destination touristique. Il informe que l'accent sera mis sur le patrimoine humain, la musique et le divertissement dans la capitale.
Bartlett informe qu'une enquête réalisée par une société basée à New York a indiqué que les touristes sont surtout attirés par la gastronomie de la Jamaïque, par la musique et la grande sympathie du peuple jamaïcain. Pour le ministre, ces 3 atouts peuvent être résumés en un seul mot, bonheur. La Jamaïque serait donc la destination du bonheur, et c'est en ce terme qu'elle sera promue sur les différents marchés internationaux. David Evans, le PDG de l'Alliat, a démissionné la semaine dernière. Il évoquait la pression des actionnaires et des débats houleux qui l'auraient poussé à prendre cette décision extrême. Cependant, les journalistes de Radio Observer à Antigua ont informé que la démission de David Evans a été précédée d'une plainte majeure rédigée par le gouvernement de la Dominique, relatant un mauvais service de la compagnie aérienne régionale. Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a écrit une lettre très ferme à David Evans sur la façon dont les passagers de la Dominique ont été traités par la compagnie aérienne. La lettre a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement de la Dominique, Anthony Astafan. La lettre fait état de l'annulation d'un vol laissant 47 passagers sur le tarmac, sans aucune information ni considération, en traitant de façon minable les passagers dominicains. Elle rappelle que le gouvernement de la Dominique est actionnaire de l'Alliat et qu'à ce titre, il mérite un minimum de considération. Copie de cette lettre a été envoyée à l'ensemble des actionnaires qui doivent se réunir dans les prochains jours pour statuer sur l'optimisation des liaisons aériennes régionales et la désignation d'un nouveau PDG. Retour en Guadeloupe, on va parler de sport et tout d'abord d'athlétisme. La conférence de presse pour annoncer le meeting international d'athlétisme de Guadeloupe avait lieu ce matin à la Cité des métiers du Rézé. La compétition aura lieu le 14 mai prochain, ce sera à Bémao. On sait que de grands athlètes viendront des États-Unis. Ils seront en moyenne 120 pour le plateau international, 120 athlètes pour le plateau régional. Les précisions tout de suite du directeur du meeting, Julien Delan. Il est interrogé par Johan Charpentier-Titi. Les particularités, c'est-à-dire nous aurons 14 épreuves internationales, 12 épreuves régionales en levée de rideau et bien entendu des athlètes de qualité, de manière que nous puissions faire plus de 82 000 points, puisque l'année dernière nous avons fait 81 000 points sur le plan international. Donc tout est prêt pour que nous puissions battre ce record et que nous puissions passer World Challenge, puisque aujourd'hui nous sommes NACAC. En basket, les premiers matchs des playoffs se sont déroulés hier soir au hall Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre. Chez les femmes, la MJCA l'a emporté face au Bémao Basket Club 59-56. Chez les hommes, surprise puisque le Saint-François Basket Club a battu l'EDO 90-85. En judo, le Guadeloupéen Loïc Corval, privé de JO de Rio, le champion d'Europe des moins de 66 kilos, n'aura pas purgé sa suspension d'1 an pour 3 manquements à ses obligations de localisation. Une suspension qui le prive déjà des championnats d'Europe de judo qui ont débuté aujourd'hui à Kazan en Russie. Mais la Guadeloupe sera tout de même représentée pour ces championnats puisqu'on retrouvera Teddy Riner ou encore Fanny Estelle Posvit. Culture, à présent, on va parler de bande dessinée. Le festival Caribule, bien connu en Guadeloupe, se déroulera cette année en novembre. En prélude, un concours était organisé. Les inscriptions se sont d'ailleurs clôturées fin mars. Le thème cette année, la sorcellerie. 3 catégories, les enfants, le grand public, mais aussi les jeunes talents. Portrait justement d'un participant, David Boulal, qui concourt dans cette dernière catégorie jeunes talents. Le reportage de Marion Bordier et de Johan Charpentier-Titi. David Boulal a 17 ans et dessine depuis sa plus tendre enfance. Une passion qu'il a décidé de concrétiser en participant au concours de création de bandes dessinées et de mangas Caribule afin de se tester. Le thème de cette 7e édition, sorcellerie, magie et sorciers. Un thème qui au premier abord a plutôt laissé perplexe le jeune homme. Lorsque j'ai vu le thème, je l'ai trouvé, on va dire, hors de ma façon de penser. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que je dessinais. J'ai pensé à une histoire sur laquelle je travaille, dont le thème est la magie. Mais on va dire que je l'imagine vraiment comme des choses magiques, mais pas comme un sorcier qui fait sa magie noire. Résidant dans la Caraïbe et n'ayant jamais été édité, David remplissait toutes les conditions pour participer à la compétition. Lui qui concourt dans la catégorie Jeunes Talents est parvenu à envoyer ses dessins faits main avant la date limite de participation,
fixée le 31 mars. Il y avait certaines imperfections, mais vu que j'étais assez pris dans mes études et que l'heure de la date limite approchait à grands pas, je n'avais pas le temps de faire une autre planche. Au total, ce sont des dizaines d'heures consacrées à l'élaboration de ces 10 planches avec du matériel de professionnels. Crayons de couleur, J-pen, porte-plumes shoujo et shonen, respectivement utilisés pour les mangas féminins et masculins, ont été ses meilleurs alliés. J'ai essayé d'écrire les actions et les propos que devaient tenir les personnages sur une feuille, un document Word. Et donc je me disais, ça ferait une page, ça ferait une page. Et quand j'ai eu, on va dire, quand j'ai pu couper en petits morceaux toute l'action, je me suis dit, je vais faire des carreaux. Et sur les carreaux, je représentais les actions qui se passaient. Ensuite, je suis revenu dessus, j'ai effacé les dessins et j'en ai fait de nouveau. Arrivé à un certain moment, je me suis dit, si j'en crois pas maintenant, je vais avoir du mal à finir l'histoire. Le jury du concours Caribule, qui évaluera le travail de David, se basera sur des critères bien spécifiques, qualité, technique ou encore originalité, voilà qui pourrait lui permettre de se démarquer. Les résultats du concours seront rendus publics en juin. D'ici là, le jeune homme, qui souhaite entrer en école d'art et devenir mangaka, y croit. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin. Le temps sera encore humide avec quelques gouttes de pluie prévues sur l'ensemble du territoire, mais aussi des éclaircies. Côté température, elles seront comprises dans la matinée entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, toute l'actualité nationale et internationale. Votre soirée ensuite sur Alizé. Vous retrouverez votre magazine Les Docs de l'Info consacré à la Marine nationale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. L'information qui continue sur notre site internet www.alizé.com. Excellente soirée à tous.